La malédiction de Salem de Karine Gors. Chapitre 3. L'irréparable. Madame Georgia, qui est pourtant une très vieille nécromancienne, n'emmène pas large devant sa maîtresse. Elle reste toujours au manoir, même si Anya est aujourd'hui âgée de 21 ans. La vieille nourrice s'est faite à cette vie et elle est là depuis tant d'années qu'elle ne saurait où aller maintenant. Il faut également savoir que si tant de sorciers sont morts dans ces horribles circonstances, c'est bien entendu parce que Mérédith s'est elle-même chargée de brider leur pouvoir magique. Sinon, il est bien évident que tous auraient pu et pourraient encore se sauver. Ainsi, Georgia préfère ne pas contrarier ses maîtresses afin de ne pas subir le même sort. Quant à Anya, hormis le fait que la jeune nécromancienne mesure désormais 1,75 m et que ses cheveux soient devenus plus longs, elle n'a pas beaucoup changé. Pour preuve, elle poursuit toujours le plus naturellement du monde les idéaux de sa mère. Elle va même plus loin en pratiquant la chasse. Elle part tous les jours durant des heures traquer toutes les créatures magiques qui vivent dans les forêts environnantes. Toutes ces pauvres âmes ne sont pas automatiquement tuées. Les fées et les lutins sont faits prisonniers afin de pouvoir utiliser leur magie, augmentant la puissance des potions de Mérédith. Anya est redoutable pour les capturer. Elle le doit aux potions de Miraculous. Celles-ci sont faites à base de sang de renard, lui conférant une agilité et une endurance extraordinaires. Aussi, lorsqu'elle en capture un, elle le fait aussitôt porter à sa mère, qui lui fait une saignée afin de récupérer le sang magique dans des fioles. La pauvre bête est ensuite abandonnée agonisante dans la forêt, où toutes deux pensent qu'elle y perdra la vie. Or, au-delà du fait que le renard est une créature magique puissante et rusée, il est également très ami avec le phénix. Ce dernier lui laisse le droit, lorsqu'il est mourant, de se nourrir d'un de ses œufs. Ainsi, l'animal au pelage de feu peut revenir à la vie en mangeant cet œuf juste avant le dernier battement de son cœur. Mais de cela, les nécromanciens en ignorent tout. Un jour, à la grande surprise de Mérédith, Anya ramène un homme dans le manoir. Il se prénomme Lucas. Il est aussi nécromancien et semble sincèrement amoureux de la jeune femme. Tout comme elle, il a 20 ans. Tout comme elle, il pratique la chasse aux créatures magiques. C'est un jeune homme au physique un peu épais et somme toute assez passe-partout. Il a les cheveux châtains, les yeux marrons et il est aussi grand qu'Anya. Seulement Mérédith ne veut pas croire en cet amour naissant. Pour elle, l'amour est mort le jour où son mari a franchi le pas de la porte de leur domicile. Il est donc impossible que sa fille l'ait trouvé et réussisse là où elle a échoué. Cesse tes bêtises, Anya, ne sois pas sotte. Ce Lucas te fait miroiter des chimères. Non, vous avez tort, mère. Lucas m'aime et je l'aime aussi. Baliverne, il te trempera et il te laissera lui aussi. Il s'encanaillera pour une autre, très certainement une sorcière blanche. Elles se disent bonnes, mais elles sont viles. C'est faux, il est différent. Et depuis toutes ces années que vous les faites brûler ou pendre, il ne doit pas en rester beaucoup. Tu dis des sottises, elles sont partout au contraire. Elles peuvent se cacher aisément grâce à leur pouvoir, même si mes milices finissent par les retrouver. Anya ne veut pas en entendre plus. Elle saisit la main de son compagnon et sort prendre l'air sous les premiers flocons de neige qui remplacent la pluie. C'est aujourd'hui le solstice d'hiver. Les jours passent et Mérédith laisse sa fille vivre ce qu'elle croit être une romance. Non pas qu'elle se radoucisse en la voyant vivre son premier amour, mais plutôt parce qu'elle attend le moment où cette dernière comprendra que l'amour réel n'existe pas. Elle ne veut pas comprendre que la magie est comme toute chose sur terre, ni totalement bonne, ni totalement mauvaise, mais bien un mélange des deux. Ce qui en fait une bonne ou une mauvaise chose, c'est la façon dont on la pratique. Ainsi, un nécromancien peut être un bon sorcier et, à contrario, un sorcier peut être le mal incarné. Mais elle en est persuadée, sa fille souffrira comme elle a souffert. Il ne peut en être autrement. Les mois passent et Anya met au monde une fille prénommée Willow. La petite est un beau bébé replé qui porte les cheveux châtains de son père et les yeux bleus de sa mère. Tout paraît aller bien. Or, Anya commence peu à peu à changer d'attitude.
Elle confie son bébé à Georgia et elle devient de plus en plus suspicieuse envers Lucas. Chaque jour, le manoir résonne un peu plus des cris de reproche de la jeune mère. Meredith reste en retrait, mais au lieu de s'inquiéter pour sa fille comme toute mère le ferait, elle jubile de la tournure que prennent les événements. Grâce à son corbeau qui ne la quitte plus depuis quelques années, elle peut voir ce qu'il se passe sans être présente. Le volatile aux plumes d'ébène devient ses yeux. Elle peut donc assister aux scènes qui se jouent dans sa demeure alors qu'elle se trouve dans la salle de potions. La nourrice, elle, use et abuse de sortilèges de transparence afin de ne pas trop se faire remarquer par Anya qui est en cet instant folle de rage. « Mais enfin, Anya, que vas-tu encore inventer ?» questionne Lucas, abasourdi par les reproches de sa compagne. « Tu crois que je ne me doute de rien ? Je sais que tu vois quelqu'un d'autre dans mon dos, et une sorcière blanche en plus. Comment oses-tu ? N'as-tu donc aucun sentiment pour moi, pour notre fille ?» s'agite et crie tant et plus Anya. « Par les cheveux de Mime, que racontes-tu ? Je n'ai aucun sentiment pour une autre femme sorcière, terrestre ou même nécromancienne, répond-il à bout de nerfs. Il hésite un court instant et reprend. Je n'en ai même plus pour toi. Je n'en peux plus de tes élucubrations. Je pars. Comment ? Tu pars ? J'en étais sûre. Tu vas me quitter pour une sorcière blanche. Avoue, hurle la jeune femme totalement hystérique. Grâce aux yeux du corbeau qui ne rate pas une miette de la scène, Meredith se frotte les mains de satisfaction et arbore un sourire machiavélique. Soudain, elle assiste à une scène qui lui rappelle un macabre souvenir. Dans le salon, où elle a mis fin aux vies de son époux et de sa nouvelle femme 19 ans plus tôt, elle voit sa fille en colère lever sa baguette puis la diriger vers la cheminée où un feu crépite et psalmodie. Puisque son cœur pour une autre brûle, que le chasseur avec ce tison le perde et hurle. À ces mots, une grosse braise est projetée par la baguette d'Anya directement dans le cœur de son fiancé. Aussitôt, Lucas porte ses deux mains à sa poitrine et se met à hurler de douleur. Il tombe à genoux, hurlant toujours, quand tout à coup des flammes jaillissent de son torse. Son cœur brûle. Après plusieurs minutes de torture, son corps tout entier devient une statue de cendre et s'effondre en s'éparpillant sur le sol. Anya lâche sa baguette faite de bois d'acacia et réalise le funeste sort qu'elle vient de jeter à celui qu'elle aime, de surcroît père de son enfant. Mais il est trop tard pour les regrets, Lucas n'est plus. Georgia, qui a pourtant une âme noire à la hauteur de sa laideur, est en cet instant saisie par la violence de l'acte. C'est alors qu'Anya comprend avec effroi ce qu'elle vient de faire. Elle regarde tour à tour sa petite, la vieille nourrice et enfin sa mère qui vient de rentrer dans la pièce. Hormis Meredith qui laisse paraître une immense satisfaction, Georgia, elle, est encore assommée par la vision d'horreur, tenant la petite Willow qui est étrangement calme, comme si elle comprenait ce qu'il venait de se passer. Anya se met à pleurer en silence, puis elle se tourne vers sa mère comme un automate, les larmes roulant sur ses joues. À pas robotisé, elle s'approche de sa fille, lui murmure à l'oreille, puis elle se met dans l'encadrement de la porte du grand salon, prononce quelques mots inaudibles et disparaît. Meredith ne le sait pas encore, cependant elle ne reverra plus jamais sa fille. Les années passent et Willow a aujourd'hui 19 ans. Elle s'est amincie, tient ses cheveux châtains attachés en une jolie natte qu'elle porte revenue sur le devant, mettant en valeur ses yeux bleus. Quant à Meredith, grâce au sort du transportage, elle vérifie dans le monde entier que les sorciers de magie blanche sont toujours traqués et exécutés comme elle l'ordonne depuis maintenant une quarantaine d'années. Or, en ce jour de juillet 1731, tandis que Meredith revient à Salem afin d'assister à une énième exécution, elle ignore que sa propre destinée l'y attend. En effet, elle prend place dans la foule afin d'assister à l'exécution d'une famille de sorciers blancs que Willow a délogés de la forêt où elle tentait de trouver refuge, lorsqu'un événement imprévu survient. La plus jeune sorcière à peine âgée de 8 ans réussit à passer à travers le bridage des pouvoirs et jette un sort à Meredith.
La nécromancienne se retrouve soudain affaiblie et perd l'équilibre. C'est à ce moment-là que la jeune sorcière termine sa vengeance en prononçant le sort du ricochet. Ainsi, sans qu'aucune des deux nécromanciennes ne puisse réagir, la cape de Meredith s'embrase. Un mouvement de panique s'installe et Willow se retrouve éloignée de son aïeul. Quand elle parvient à se frayer un chemin, il est trop tard, sa grand-mère brûle. Quelle tragique ironie du sort! Mourir brûlée vive à l'endroit précis et de la même façon dont elle a décimé des familles entières de sorciers. Depuis cet instant, Willow reprend tous les jours un peu plus le flambeau de la croisade meurtrière engendrée par la défunte nécromancienne de 60 ans, ce qui est extrêmement jeune pour des sorciers. Willow prend donc tout naturellement la tête du manoir de Salem et des milices de sycophantes qui arpentent toujours les villes et les villages à la recherche de nouveaux sorciers de magie blanche. Elle succède également à sa mère Anya en devenant une chasseuse. Elle poursuit son chemin jusqu'à ce qu'un jour elle mette elle aussi au monde une fille et que toutes deux subissent le sortilège de Némésis. Lancé par Meredith, couplé à celui de l'amour mixte jeté par Amelia. L'on aurait pu penser que les morts de la nécromancienne et de la sorcière blanche auraient défait les sortilèges, mais il n'en a rien été, hélas. Aussi, Willow poursuit les méfaits de sa lignée pendant qu'elle confie à son tour sa fille à la très vieille Georgia, désormais âgée de 199 ans. Toutefois, cette dernière meurt accidentellement le lendemain, tuée par 3 renards que la jeune femme a capturés et ramenés au manoir afin de s'approprier le pouvoir de leur sang. La vieille nécromancienne était affaiblie par son très grand âge, l'empêchant de se défendre avec rapidité et justesse afin de contrecarrer leurs attaques. La vie des femmes Artéphus se poursuit de la sorte jusqu'à ce que Margaret, une de leurs descendantes, mette au monde environ 181 ans plus tard le premier fils de la lignée. Elle croit elle aussi à un signe de la magie noire, car non seulement elle est la première nécromancienne portant le nom Artéphus à engendrer un fils, mais elle a réussi quelques mois auparavant à se marier avec un nécromancien nommé Audric Vrelodon. Elle est d'autant plus fière que son mari du haut de 100,80 m est un bel homme dont la chevelure et la barbe noire encerclent son visage charnu et viril éclairé par ses grands yeux verts. Hélas, pour Margaret, le maléfice de la rivale de son aïeul poursuit son chemin. À peine leur fils est-il né qu'Audric la quitte pour une sorcière de magie blanche. Margaret a une particularité physique qu'elle va transmettre à son fils. En effet, elle est née avec les cheveux blancs, mais au lieu de l'enlaidir, cela accentue au contraire son charme en faisant ressortir ses yeux bleus. Elle mesure 1,60 m et présente un léger embonpoint qui se remarque à peine. Suite à la trahison de son mari, Margaret ne verse aucune larme, mais jure toutefois de poursuivre la volonté des femmes de sa famille. Elle ordonne aux milices de se mettre immédiatement à la recherche des 2 amants qu'ils retrouvent en France. Ils en font immédiatement part à leur maîtresse. Dès ce jour, elle nomme une nécromancienne à la tête de son manoir et elle part dans ce pays à leur recherche. Quand elle y arrive, elle apprend que son époux a mis fin à ses jours, la sachant à ses trousses. Il pensait ainsi protéger sa sorcière et l'enfant qu'elle porte. Or, c'est sans compter sur l'opiniâtreté de la nécromancienne qui peut se targuer d'être d'une rancune tenace. Cependant, la sorcière dont il était tombé amoureux réussit pendant des années à fuir sa rivale grâce à de multiples sortilèges de cache-cache.